Au sommaire cette semaine, des univers entiers derrière un écran, une Formule Indy autonome et pour finir, le New Space à la française. Voici En route vers le futur, numéro 42. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Facebook a changé de nom pour Meta. Ne vous inquiétez pas, c'est la maison mère qui a changé de nom. Le réseau social, lui, garde son nom. De la même manière que la maison mère de Google a pris pour nom Alphabet en 2015. Pourquoi changer de nom ? Déjà, cela permet de moins faire le lien entre les différentes affaires concernant le réseau social Facebook et l'ensemble des activités de tout le groupe. C'est ce qu'on appelle du rebranding. C'est pour ces mêmes raisons que le Crédit Lyonnais est devenu LCL, Philip Morris a pris le nom d'Altria ou que Oncle Benz est devenu Benz Original. Mais la raison principale, en tout cas évoquée par son dirigeant Mark Zuckerberg, est le recentrage du groupe sur l'idée de mettre en place un métavers. C'est quoi un métavers ? Pour ceux qui ont lu le livre Ready Player One d'Ernest Cline ou sa déclinaison au cinéma par Steven Spielberg, vous vous souvenez de l'Oasis ? Eh bien, c'est ça, un métavers. Un métavers est un univers virtuel, persistant et en réseau, ouvert à un grand nombre d'utilisateurs, pouvant ainsi se rencontrer et vivre ensemble des expériences virtuelles. Cela existe depuis longtemps, non ? En effet, c'est très loin d'être une notion récente. Le terme apparaît pour la première fois dans le roman de science-fiction Le Samouraï virtuel de l'américain Neal Stephenson en 1992. On y découvre un univers virtuel ayant des effets sur le monde réel. Mais finalement, bien avant que le mot apparaisse, des métavers étaient déjà courants, puisqu'ils sont arrivés lorsque les premiers modems ont été utilisés dans les labos de recherche et les grandes écoles d'informatique. Les étudiants et chercheurs se sont emparés de ces outils pour créer MudOne en 1978, le premier univers persistant multi-utilisateur en ligne. En 1978, c'était une interface barbare, en ligne de commande et uniquement du texte en mode monochrome. MUD signifiait Multi-User Dungeon, soit donjon multi-utilisateur. Il permettait à plusieurs étudiants de se rejoindre sur des quêtes dans un monde fantastique. L'univers fonctionnait seulement le soir, pendant quelques heures, lorsque les ordinateurs PDP-10 n'étaient plus occupés. De toute façon, l'univers se réinitialisait toutes les 105 minutes. Une vague de clones, appelée également MUD, se répandirent dans les décennies qui ont suivi. Et en cherchant bien, il y a encore quelques MUD en mode texte qui traînent sur Internet. En 1985, le premier métavers social et graphique est apparu sous le nom Habitat. Il a été créé par Lucasfilm, oui, le Lucasfilm derrière Star Wars. Pour s'y connecter, vous deviez être équipé d'un ordinateur Commodore 64, un PC ou un FM-Town japonais. Habitat posait les bases de ce que seront les métavers modernes, un univers persistant, joignable par modem, déguisé sous une forme ludique avec des quêtes qui ne sont là finalement que pour passer le temps. L'intérêt principal était de se rejoindre dans les cafés ou restaurants virtuels et de discuter avec les avatars que l'on rencontrait. Il était possible d'entamer des jeux de société comme des dames pendant la discussion. Chaque utilisateur personnalisait son avatar et son foyer virtuel. En 1988, Habitat faillit disparaître pour revenir finalement sous le nom Club Caribe aux États-Unis et Fujitsu Habitat au Japon. Porté sous Windows en 1995, l'univers virtuel prit le nom de Worlds Away Dreamscape. Le service fonctionna pendant de longues années avant que Dreamscape soit intégré comme un simple univers virtuel au sein d'un ensemble de métavers existants et copié d'ailleurs sur l'original sous le nom VZone. Cette dernière itération disparut avec VZone en août 2014 et depuis 2016, un groupe de personnes tente de relancer le Habitat original à partir des sources de la version Commodore 64 sous le nom Neo Habitat. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour vous y essayer, vous pouvez rejoindre Neo Habitat dans sa version bêta sur neohabitat.org. Vous pourrez même vous y reconnecter avec un vénérable Commodore 64 si vous avez la chance d'en posséder encore un. D'ailleurs, la version web fait tourner un émulateur Commodore 64. D'autres métavers sont nés dans les années 90, comme le Metaverse en 1993. En revenant à une interface en texte, afin de privilégier la bande passante, il était intégré à un BBS, un Bulletin Board System, une sorte de Minitel
qui n'en avait pas le nom, mais qui fit fureur avant qu'Internet remplace tous ces réseaux un peu plus tard. Metaverse fut le premier à recevoir des boutiques virtuelles intégrées au système, permettant des achats bien réels d'articles virtuels, comme des maisons virtuelles. Plus tard, en 1997, c'est en France que Cryo Interactive, dont le célèbre programmeur Philippe Ulrich, et Canal+, Multimédia ont élaboré le Deuxième Monde, qui reproduisait les rues parisiennes en 3D grâce aux données stockées sur un CD-ROM. Les transmissions de données n'avaient plus à envoyer les décors, ils étaient en local. Pour créer cette communauté virtuelle, Cryo s'est largement inspiré des MUD, mais en intégrant cette fois-ci des décors 3D réalistes, en tout cas réalistes pour l'époque, dans la lignée d'Alone in the Dark. Bien plus qu'une simple communauté virtuelle, la ville et ses règles étaient pensées à la manière d'un système politique avec des discussions enflammées et des confrontations territoriales. Nous avions fini par y retrouver les mêmes travers que dans la réalité. D'ailleurs, le monde réel a fini par s'y intéresser puisque des marques ou des banques ont fini par y intégrer de véritables boutiques ou des guichets d'information avec des commerciaux derrière des avatars. Lors de la mort du Deuxième Monde en 2002, des Bimodiens, nom donné aux habitants du Deuxième Monde, se sont retroussés les manches pour créer un nouveau métavers sous le nom Lutèce 2002, tant la disparition du Deuxième Monde leur manquait. Lutèce 2002, bien moins rayonnant, n'est malheureusement pas resté en ligne bien longtemps. Sur un plan plus international, c'est Second Life, un métavers né en 2003, qui aura eu ses heures de gloire et qui aura défrayé la chronique avec ses systèmes de micro-paiement bien réels pour acheter des objets pourtant bien virtuels. Le modèle reposait sur ce qu'on appelle aujourd'hui le freemium. L'application est gratuite, mais dès que vous voulez un accessoire dans ce nouveau monde, que ce soit une paire de chaussures de marque ou pour votre avatar, ou une maison également virtuelle, vous deviez mettre la main à la poche, qui elle n'était pas virtuelle. Second Life fut un véritable buzz au milieu des années 2000. Même les candidats aux élections présidentielles de 2007 ont dû y ouvrir des bureaux de campagne virtuels. Aujourd'hui, Second Life est toujours présent, même s'il est bien plus discret. Une incursion en VR a été amorcée en 2014, mais fut abandonnée faute de participants. Pourquoi Facebook, non, Meta s'intéresse-t-il au métavers? Tout simplement parce que Meta pense que les métavers sont la suite logique du web. Il pourrait finir par supplanter le web que l'on connaît par une interface finalement plus naturelle et plus ludique que nos outils actuels. Facebook avait amorcé ce virage en rachetant la jeune start-up Oculus en 2014. Alors que tout le monde avait rangé la réalité virtuelle au placard des années 90, Oculus avait relancé la hype grâce aux technologies bien plus adaptées que 20 ans plus tôt. Rappelez-vous du cycle de la hype que je vous ai décrit dans mon épisode 38, ici dans mes fiches, on y revient sans cesse. Aujourd'hui, la filiale Oculus est devenue le leader de la réalité virtuelle grâce à ses casques autonomes Oculus Quest 2. Avec le changement de nom de Facebook en Meta, la marque Oculus disparaît également au profit de Meta. La gamme Quest est la première véritable génération de casques destinés au grand public. Et c'est le moment que choisit Meta, donc Facebook, pour orienter sa stratégie vers les métavers. Les casques de la gamme Quest sont de très bons outils pour s'y immerger de façon réaliste et ludique. Meta propose son propre métavers? De nombreux métavers sont déjà disponibles sur casques virtuels comme Altspace, Rec Room ou VRChat. Ils permettent déjà de discuter par le biais d'avatars dans des univers 3D. Désormais, tout est simplifié. C'est bien votre voix qui passe, vos mouvements bien réels sont retranscrits dans ces univers virtuels, et libre à vous de prendre l'apparence d'un grand guerrier, une jeune princesse japonaise ou une grenouille avec un casque. Par contre, attendez-vous à discuter en anglais partout, car tout le monde se partage le même univers et l'anglais est de mise. Facebook proposait déjà des métavers sur ses casques Oculus, comme Oculus Venues pour assister à des concerts ou à des films de cinéma, et Facebook Spaces pour organiser des réunions professionnelles dans un monde virtuel. En août 2019, Facebook a annoncé Facebook Horizon, un métavers qui semblait plus généraliste et qui devait devenir le Facebook 2.0. Un an plus tard, Facebook Horizon a même été testé par invitation sur une bêta, mais la filiale de Facebook qui s'en occupe, Facebook Reality Labs, a déclaré en janvier dernier qu'il y avait encore beaucoup de travail. Et finalement, ce 7 octobre, quelques jours avant l'annonce du nouveau nom de Facebook en Meta, Facebook Horizon se scinde en deux projets. Tout d'abord, Horizon World, qui reprend une bonne partie du précédent projet, celui-ci sera la partie grand public d'Horizon. De l'autre côté est né Horizon Workrooms, un successeur pour Facebook Spaces, plus orienté professionnel. Horizon Workrooms se présente comme des espaces virtuels de travail et des salles de réunion pouvant accueillir 50 personnes. L'idée est de proposer une alternative virtuelle aux sessions de chat vidéo comme Zoom, Jitsi ou Teams. Une bêta de Horizon Workrooms est publiée par invitation depuis le mois d'août dernier. Enfin, ce n'est pas une nouveauté, mais juste un renommage.
Oculus Venues, qui permettait d'assister à des concerts et d'autres événements culturels, tout en discutant avec les gens qu'on en rencontrait, a changé de nom pour Horizon Venues. C'est donc finalement le premier produit Horizon disponible pour tout possesseur de casque virtuel. Fred, s'il te plaît, temps mort. Je voudrais t'interrompre quelques instants parce que tu parles de métavers, mais il y a quelques questions d'ordre philosophique, si tant est que cela ait un sens, qui me viennent à l'esprit. Par exemple, une intelligence artificielle qui évolue donc dans le cyberespace, qui fonctionne dans le corps d'un robot. En fait, notre univers à nous, c'est son métavers à elle. Bon, alors c'est un peu con comme question, mais imaginons maintenant que des gens comme Zuckerberg ou ainsi de suite aient raison à l'avenir et que on puisse se divertir dans des métavers à loisir. On peut imaginer que les parties vont durer fort longtemps, voire même ne s'arrêteront jamais. Donc inévitablement, nous aurons besoin d'avatars qui, dans ce métavers, qui compenseront les moments où nous devons nous absenter pour des besoins biologiques, manger, dormir, que sais-je. Et ces avatars-là, inévitablement, feront appel à l'intelligence artificielle, des intelligences artificielles qu'on éduquera pour tout simplement qu'elles prennent des décisions qu'on aurait prises. Donc on les calibrera, on les éduquera, elles auront même certains de nos souvenirs puisqu'on leur expliquera que voilà, on est comme ci, comme ça, qu'on a pris telle ou telle décision en fonction de notre passé, notre façon de penser. Donc d'une certaine façon, ces intelligences artificielles seront un reflet de ce qu'on est. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est si ces intelligences artificielles, on les met dans un corps de robot, ça sera en quelque sorte un nous digitalisé qui se retrouve dans notre univers. Donc, une version de nous qui vient de l'univers qui a été implanté dans le métavers et le métavers qui revient dans l'univers qui est son propre métavers. C'est-à-dire que on pourrait se croiser nous-mêmes sous forme robotisée. Ça donnerait une sacrée histoire de science-fiction, ça. Moi qui écris quelques bouquins, je me demande si je tiens pas un scénario là. Hein? Quoi? Ah oui, ça a déjà été fait. Si vous êtes fan de Battlestar Galactica et que la question des métavers vous interpelle, il faut absolument que vous visionniez la préquelle de Battlestar Galactica qui s'appelle Caprica, parce que Caprica, c'est typiquement la question qu'elle se pose. Un être humain, un esprit humain digitalisé, puis implanté dans le corps d'un robot. Une fois que vous aurez vu Caprica, vous aurez une vision bien différente de Battlestar Galactica. Donc je vous conseille fortement, il n'y a pas que Ready Player One dans la vie, même si c'est un film que j'aime énormément, je pense que Caprica va beaucoup plus loin dans la réflexion, et moi j'aime bien quand ça travaille du cigare. Désolé pour t'avoir interrompu Fred, mais je pensais que ça devait être précisé parce que à mon sens c'est probablement une des meilleures séries de TV qui se pose la question de l'influence du métavers, c'est-à-dire l'univers et le métavers du métavers de l'univers. Quid d'une intelligence et quid de l'origine de cette intelligence. Voilà, c'était le conseil. À plus. Et vous, pensez-vous que les métavers vont finir par remplacer le web? Qu'ils vont vivre côte à côte? Ou encore que les métavers n'ont absolument pas d'avenir? Vous sentez-vous l'âme d'un explorateur de ces outils? Ou bien en avez-vous peut-être peur? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le circuit Indianapolis Motor Speedway est un des plus anciens circuits de course automobile au monde, puisqu'il a été construit en 1909. Il se trouve dans la banlieue de la ville d'Indianapolis, en Indiana. Ce circuit possède une aura exceptionnelle pour le public américain. C'est ici que se déroule la compétition Indy 500, chaque année depuis 1911, une des 3 compétitions automobiles les plus prestigieuses au monde, avec les 24 heures du Mans et le Grand Prix de Monaco. Le 23 octobre dernier, le célèbre circuit a servi de lieu pour une nouvelle compétition, l'Indy Autonomous Challenge. Quelle est sa particularité? Les voitures sont entièrement autonomes, elles sont uniquement pilotées par des algorithmes. Pour que chaque équipe parte avec les mêmes chances au départ et que ce soit vraiment des algorithmes qui changeront tout, tous les véhicules sont les mêmes.
Ce sont des Dallara AV21 construits de base pour l'autonomie en s'inspirant des véhicules monoplaces Indy Light. Sur la partie électronique, le matériel embarqué était également le même, que ce soit en termes de radar, lidar, caméra, GPS, routeur et ordinateur de bord. Même le cœur logiciel était semblable, basé sur ROS, Robot Operating System. Pour une première édition, les organisateurs ont préféré éviter les courses avec plusieurs véhicules en même temps. Chaque équipe concourait seule sur la piste, avec des tours de chauffe puis des tours chronométrés. Mais pour corser un tout petit peu le tout, des obstacles à éviter étaient présents sur la piste. Parmi les 9 équipes en lice, les gagnants furent l'équipe TUM, Autonomous Motorsport de l'Université technique de Munich. Leur véhicule a réussi à atteindre une vitesse moyenne de 217 km/h. Ils ont remporté un prix d'1 million de dollars. Cette compétition est déjà considérée comme un succès. En plus de quelques milliers de spectateurs dans les gradins, le live retransmis a été visionné par 36 000 spectateurs. Sur cette chaîne, je vous parle régulièrement de New Space avec SpaceX, Blue Origin, mais aussi les nombreux petits nouveaux en Chine. Le New Space, c'est le nom que l'on donne à la vague de constructeurs et opérateurs privés qui se lancent dans l'espace. Le New Space apporte un nouveau souffle au secteur qui était un peu à l'abandon depuis la fin de la carrière des navettes spatiales Shuttle. En France aussi, à Reims, une start-up du New Space commence à faire parler d'elle, Venture Orbital System. Le 19 octobre dernier, l'entreprise a inauguré un site de production de 1700 m² pour son micro-lanceur Zephyr. Zephyr consiste en une petite fusée de 15 mètres de haut pour 120 cm de diamètre, pouvant transporter jusqu'à 70 kg en orbite. Elle est propulsée par 6 moteurs Navier, puis un dernier moteur Navier pour le second étage. Une grande partie du moteur Navier sera produite par le biais de l'impression 3D métal, et Venture Orbital System pense pouvoir proposer un tarif d'environ 35 000 $ du kilo envoyé. La start-up espère effectuer un premier vol de Zephyr en 2024 et pense pouvoir ensuite proposer jusqu'à 40 lancers par an. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, promis j'y répondrai en vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes.